Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Télébilingue dans cette émission controverse, près d'une heure de débat avec quatre invités sur une thématique émotionnelle aujourd'hui, les éoliennes. Le Jura bernois est pionnier en la matière car il abrite depuis 1996 la plus grande centrale éolienne de Suisse avec les 16 turbines réparties sur le mont Crozin et le mont Soleil. D'autres projets éoliens sont dans les tuyaux dans la région, à différents stades de développement sur la montagne de Tramelan, la montagne de Romans ou encore sur le mont Suget. Mais voilà, opposition et critiques contre les éoliennes se font toujours entendre. Impact négatif sur la biodiversité, rendement énergétique insuffisant ou encore nuisance pour les riverains. Voilà quelques critiques des éoliennes qu'on entend régulièrement. Alors la question se pose, quel est l'avenir de l'éolien dans le Jura bernois? Ce sera le thème de ce débat et pour en parler, quatre invités autour de la table. Cyprien Louis, vous êtes politicien, coprésident des Verts Vertes du canton de Berne et vous êtes également président de ProÉole Suisse. Vous soutenez donc l'énergie éolienne pour décarboniser notre secteur énergétique et réduire notre dépendance avec l'étranger. Moussia de Watteville, vous êtes députée verte au Grand Conseil bernois, mais vous intervenez dans cette émission sous une autre casquette, celle de directrice d'Espace Découverte Énergie, centre de compétences cantonales qui promeut le développement des énergies renouvelables. Maxime Oxenbein, vous êtes aussi politicien, membre de l'UDC et député au Grand Conseil bernois. Vous n'êtes pas fondamentalement opposé aux éoliennes, mais vous miseriez sur d'autres formes d'énergie pour assurer notre transition énergétique. Et finalement, Michel Fior, vous êtes président de Paysages Libres Béjul, une association qui défend la préservation des paysages et qui entend favoriser une politique raisonnable de l'énergie et de l'aménagement du territoire dans l'arc jurassien. Voilà pour les présentations. Bienvenue à tout le monde. Et pour démarrer, une question, un tour de table pour que le public se fasse une meilleure idée un peu de vos positions. Je commence par vous, Monsieur Fior. Dans quel cas est-ce que la construction d'un parc éolien est pour vous acceptable? Le cas idéal, c'est la mer du Nord, c'est-à-dire un endroit où on a une bonne ressource en vent et des vents réguliers qui justifient véritablement ce genre d'infrastructure. La Suisse est un cas tout à fait différent, puisque là on est en situation de conflit avec la biodiversité ou avec le paysage, comme vous l'avez mentionné. On peut cependant imaginer en Suisse quand même des projets, par exemple à proximité d'infrastructures, comme des autoroutes par exemple, ou dans des zones industrielles. Pour ce qui est du Jura bernois, il y a un projet qui nous semble admissible, c'est l'extension du parc du Mont Crozin par les 3 machines de Jean Brenat, contre lesquelles nous ne sommes pas opposés, parce qu'effectivement là, étant donné qu'il y a déjà 13 machines, c'est envisageable d'en avoir 3 de plus. Donc pas trop chez nous, pas trop en Suisse. Maxime Oxenbein, même question. Sous quelles circonstances, dans quel cas est-ce que vous pourriez soutenir la construction d'éoliennes? Bon, écoutez, déjà pour commencer, je peux me rejoindre aux propos qu'a tenu mon pré-opinant. Après, ce qu'il faut aussi dire dans le Jura bernois, c'est qu'on a été quelque part les pionniers en Suisse, en 1996, avec l'implémentation d'une première éolienne. Aujourd'hui, le Jura bernois, j'estime qu'il a gentiment fait sa part maintenant du travail. Les éoliennes dans notre région ont aussi apporté, il faut le dire, un tourisme, une certaine curiosité. Espace Énergie Découverte a aussi fait un parc là autour. On a une des présidentes, une des dames qui organise toute cette organisation. Et par rapport à ça, aujourd'hui, où je suis par contre très critique sur l'éolien, c'est justement la problématique du rendement. Et puis pour moi, on va pouvoir aussi, dans ce débat, je pense, parler du terme transition écologique et puis finalement de quels moyens on veut pour la suite et puis pour surtout assurer notre consommation d'électricité au niveau régional et au niveau suisse. On passe à l'autre camp, Madame de Watteville. Pour vous, qu'est-ce qui justifie la construction d'éoliennes? Moi, je pense qu'il faut garder à l'esprit le défi climatique, énergétique, environnemental auquel nous sommes confrontés. Et les éoliennes apportent de l'énergie en hiver dont la Suisse a besoin. Ça, c'est quand même un cadre général qui est valable pour la Suisse, qui est valable aussi pour la région.
Après, je peux rejoindre ce qui a été dit. Il y a quand même à respecter, surveiller l'impact sur la biodiversité, regarder qu'on ait une desserte qui est déjà construite, qu'on minimise l'impact sur le paysage, c'est clair. Et dans la mesure de possible, comme Maxime l'a dit, c'est qu'on arrive à englober dans un projet global l'énergie produite par les turbines de Mont-Soleil-Mont-Crozat. C'est un concept touristique, information, recherche scientifique. Et puis, on a développé une microéconomie autour de ce parc éolien. J'entends avec plaisir que M. Fior n'a rien contre les 3 suivantes sur Jean Brenet. Et c'est vraiment un concept global. Ce n'est pas que des électrons qui sont produits, qui sont mis dans le réseau, mais il y a une histoire qui a été construite autour. Et pour moi, ça fait beaucoup d'importance. Et pour finir ce tour de table, Cyprien Louis, vous, qu'est-ce qui justifie, à vos yeux, la construction d'éoliennes? Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites par mes collègues, donc je rejoins partiellement également. Mais disons que d'un point de vue de ProEol Suisse, nous, on lutte pour ce qu'on appelle un éolien de qualité et durable. Quand on parle de durabilité, on prend en compte que ça doit être satisfaisant sur le point de vue économique, donc il y a assez de vent, que ça rapporte aussi quelque chose à la commune, à la communauté qui est autour et aux entreprises locales. Que ça ait un impact sur la biodiversité, sur la nature qui soit modéré ou qu'il y ait en tout cas des contreparties. Donc là, il y a des études d'impact environnemental qui sont faites et qu'il y ait une acceptation populaire, une participation de la population locale aussi dans le processus, aussi une démarche participative, c'est important, et puis une communication transparente. Et le tout doit s'inscrire un peu dans une stratégie globale, des plans directeurs au niveau régional ou cantonal, pas que chaque projet se fasse en coordination régionale. Et aussi l'aspect d'être à proximité quand même suffisamment proche d'infrastructures existantes pour pas qu'on ait à construire des kilomètres et kilomètres de réseau pour ajouter ça dans le réseau global. Et avant d'entamer véritablement la discussion, je vous propose de regarder un micro-trottoir, prendre un petit peu la température et de regarder un micro-trottoir. Ma collègue Amélie Fazel s'est rendue dans les rues de Tramelan pour demander aux gens s'ils étaient pour ou contre l'énergie éolienne. Il y a déjà pas mal d'éoliennes, du coup pour moi c'est une bonne chose. En vrai, s'ils en mettent de plus en plus dans la région, c'est qu'un point positif pour l'avenir et c'est une bonne chose. Moi, c'est difficile d'avoir un avis là-dessus, étant donné que je ne serais pas impactée directement s'il y en aurait plus. Pour parce que c'est bien pour l'écologie, etc. Et contre parce que si c'est près des habitations, des maisons comme ça peut déranger les gens qui habitent près des éoliennes. Niveau énergie renouvelable, c'est peut-être pas la première solution à laquelle je penserais. Je préférerais plutôt que chacun ait ses panneaux solaires sur son toit. Il y a le pour et il y a le contre. Autant le pour, étant donné qu'on ferme les centrales nucléaires et puis qu'on veut arrêter les voitures à essence, et il nous faut de l'électricité. Et le contre, par rapport à la biodiversité et par rapport aux animaux, style rapace, ça peut être dangereux. Alors moi, je suis pour, parce que dans notre région, on a beaucoup de vent. Oui, parce que j'habite dans un village, alors les éoliennes, ils vont les mettre souvent sur les crêtes. Qu'est-ce que vous diriez si par exemple on installait ces éoliennes dans votre jardin? Ah, ça serait autre chose. Mon jardin est petit. C'est pour ça qu'il n'y aurait pas de place pour les éoliennes. Mais dans la nature, près de la forêt, ça ne dérange personne. Je serais d'accord, car on a un peu de vent à l'été, n'est-ce pas? Dans mon jardin? S'il y a la place, moi ça me dérange pas. Mais il faut la place après pour l'installer, c'est grand une éolienne. Mais ouais, s'il y a la place, moi ça me dérange pas en vrai. Il faut montrer l'exemple aussi d'une certaine façon. Ouais. Voilà pour quelques avis et réflexions à chaud. Je me tourne vers vous, Moussia de Watteville. Je vous pose cette même question. Est-ce que vous seriez prête à avoir une éolienne dans votre jardin? Oui, je serais prête. Effectivement, il me faudra un grand jardin, plus grand que ce que j'ai actuellement. Mais oui, parce que je les côtoie souvent, ces éoliennes, lorsque je vais le long du sentier des monts contrôler nos installations, au pied des éoliennes lorsqu'il y a des visites. Et puis, personnellement, je les trouve jolies. Après, voilà, des choix, des goûts et des couleurs. Mais non, ça ne me dérangerait pas. Et c'est vraiment une grande question. On connaît « not in my backyard », c'est que souvent, on dit oui, mais pas chez moi. Et puis finalement, on a tous
une route devant la maison, un train ou quelque chose, un désagrément. Et puis certains, voilà, ils ont les éoliennes devant chez eux. Après, il faut clairement quand même tenir compte de la vie de la population lorsqu'on implante une éolienne, faire des analyses d'impact lumineux, l'effet stroboscopique, le bruit et tout. Il faut tenir compte de ça, il faut respecter la vie de chacun, mais à un moment donné, il faut les poser quelque part. Et les éoliennes, vous ne trouvez pas ça forcément joli. Monsieur Fior, vous considérez plus un parc éolien comme une intrusion dans le paysage, si je peux résumer comme ça? Je dirais les aspects esthétiques des éoliennes, dans le fond, parce que c'est un sujet à débat, c'est une question de valeur, c'est une question d'appréciation. Mais je crois qu'on peut quand même mesurer l'impact en fait paysager de ces éoliennes au travers de critères comme par exemple les parcs naturels régionaux. On a en fait dans le Jura bernois cette grande chance d'avoir un grand parc naturel régional qui occupe une grande partie du Jura bernois. Et le critère principal pour être parc et puis pour survivre en tant que parc naturel régional, c'est le paysage. C'est vraiment l'élément central. Et à l'heure actuelle, on a, par le nombre de parcs éoliens qui sont prévus, pas seulement dans le Jura bernois, mais également dans le canton de Neuchâtel, qui fait aussi partie du parc naturel régional Chasseral, une véritable menace sur le paysage de ce parc et donc une menace sur la pérennité de ce parc. Donc je crois que là, ça symbolise bien cet exemple du parc naturel régional, c'est pour ça que je vous en parle, ça symbolise bien dans le fond cette espèce de priorisation qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut plutôt valoriser un parc naturel qui fait, si vous voulez, qui permet déjà de parler de durabilité, mais aussi de faire rayonner le Jura bernois face à l'extérieur, ou bien est-ce qu'on veut au contraire prioriser une énergie qui va au contraire péjorer l'attractivité de notre région avec toutes ces incidences négatives. Donc vous voyez, l'intérêt paysager, il est là. Je crois qu'il faut qu'on pense à notre région, à faire la promotion de notre région au travers de ses valeurs paysagères. Et ça se fait par exemple au travers du parc Chasseral qui va être menacé avec tous ces projets éoliens. Cyprien Louis, vous entendez cet argument. Pour vous, est-ce que les éoliennes peuvent s'intégrer au paysage ou au contraire, ça défigurerait un petit peu une région qui est aussi mise en valeur touristiquement? Mais je crois que la notion de paysage, elle évolue aussi avec le temps et puis avec la direction que prend notre société. Si évidemment notre société n'avait pas besoin de produire plus d'électricité ou de passer au renouvelable, ça serait tant mieux. On ne toucherait pas à nos montagnes, on ne toucherait pas à nos paysages et puis tout irait mieux. Fondamentalement, je suis de cet avis, mais là, il faut quand même prendre compte de la réalité qu'on a besoin de produire plus, que chaque région joue un rôle. Si Paysage Libre avait été actif à l'époque, peut-être qu'on n'aurait pas de barrage au Valais et aucun train ne pourrait démarrer aujourd'hui. Donc, je pense que c'est aussi problématique. Et puis, l'impact paysager de ces barrages et sur la biodiversité aussi. Et je pense 15 fois un parc éolien. Et après, j'ai quand même envie de dire, j'ai eu l'occasion d'accueillir quelques groupes, par exemple, de gens qui habitent dans des régions où ils n'ont pas l'habitude des éoliennes, de les accueillir sur nos montagnes chez nous. Et tous ont la même réaction de dire, voilà, vous restez quand même le Grand Chasseral, une région magnifique, préservée, naturelle, avec des beaux paysages. Donc ça, je crois que c'est un bon test de prendre quelqu'un qui habite à Zurich, de l'amener chez nous, et puis il va dire, c'est magnifique chez vous. Moi, j'aimerais quand même juste rebondir là sur un peu tout ce qui est en train de se dire. Je crois qu'il faut aussi remettre un petit peu les choses en perspective. Cette question à Cyprien, en Suisse, est-ce que tu sais combien il y a d'éoliennes en tout? Un peu moins de 50. Il y en a 47, il y a 47 éoliennes qui produisent de l'électricité. Donc ça a quand même un impact majeur dans certaines régions sur le paysage. Et puis finalement, vous avez parlé en introduction du rendement, il faut aussi se rendre compte de qu'est-ce que c'est ce rendement. Aujourd'hui, la production éolienne au niveau suisse, c'est 0,3% de l'électricité. Ce qui veut dire qu'il faudrait entre guillemets 200 000 éoliennes pour produire ou pour compenser le reste des énergies. Donc c'est juste irréaliste en Suisse de continuer de développer. On reviendra sur les chiffres. Si je peux vous demander, M. Oxenbein, par rapport à un exemple concret, le parc de Montcreusin-Montsoleil, qui est déjà installé depuis 96, depuis 30 ans sur le territoire, vous avez l'impression qu'il défigure le paysage ou est-ce qu'un autre projet éolien, comme celui du Mont-Sujet, donc sur la première crête du Jura, ça, à vos yeux, ce serait aussi acceptable? Moi, j'étais très très critique sur le projet, en tout cas de Mont-Sujet, et je me suis même opposé à toute implémentation d'éoliennes dans ce cadre-là, puisqu'on est, comme l'a dit M. Fior, quelque part aux abords d'une réserve naturelle, de la réserve de Chasseral. Et puis par rapport à ça, aujourd'hui, je pense que le Jura bernois, on a fait le taf, on a fait le job avec toutes ces éoliennes qu'on a déjà dans la région. Moi, ce qui me dérange fondamentalement, c'est le rendement que produisent ces machines. On est à mon avis, en train de créer pour plus tard des problèmes. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'une éolienne, c'est fait avec des terres rares. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'une éolienne, on ne sait pas vraiment comment la recycler à 100%.
Donc là, moi, je suis content qu'on ait un représentant des Verts qui pourra peut-être m'expliquer sur comment est-ce qu'on fait une fois, parce qu'on parle aussi de décarboner, etc., mais on est très pour moi de créer d'autres problèmes derrière. Justement, vous parlez des terres qui sont prises par ces parcs éoliens. Je me tourne aussi vers vous, Cyprien Louis, qui est membre, coprésident des Verts cantonaux bernois. Cette pesée d'intérêt entre d'un côté la transition énergétique et de l'autre de prendre des terres. Voilà, c'est aussi un impact sur le paysage, un impact aussi sur la biodiversité. Pour vous, c'est où l'équilibre entre justement l'énergie et le reste, l'écologie? Oh, il n'y a évidemment pas de solution parfaite, hein. Sinon, la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas, dont on n'a pas besoin. Donc, il faut consommer le moins possible. Et puis, c'est vrai que là, il y a quand même des réflexions à avoir. Après, l'éolien, à part les terres rares, on arrive gentiment à avoir des composants qui viennent, par exemple, d'Allemagne et d'Europe. Donc, par exemple, par rapport au photovoltaïque, on est déjà un petit peu mieux. Et bah oui, évidemment, on sera toujours un peu dépendant d'autres pays comme la Chine ou comme ça on en est conscient. Mais je crois que c'est quand même important de se dire, OK, il faut faire ces parcs éoliens chez nous, en Suisse, avec la qualité suisse, avec les restrictions suisses aussi, la protection de l'environnement suisse, que de le faire chez les autres voisins, chez les pays voisins, avec peut-être des règles moins strictes, et puis au final, un endommagement de la biodiversité et des paysages chez nos voisins et pas chez nous. Madame de Vadeville. Peut-être encore un mot par rapport au paysage, hein. Moi, je pense que le paysage, il reflète l'histoire de l'humain, de nos choix. On connaît l'histoire de Chasseral que personne ne voulait, puis maintenant c'est protégé, on ne peut plus l'enlever. Et puis, par exemple, le parc Mont-Saint-Leuil-Mont-Crozat, lorsqu'ils ont construit, ils ont fait un concept paysage et c'était le premier en Suisse en disant mais on ne va pas aligner les éoliennes en rang d'oignon comme on a en Allemagne. Alors on aura des poches paysagères où lorsqu'on regarde là, on voit des éoliennes, puis lorsqu'on déplace notre regard, on n'en voit pas. Et puis, ce n'est pas parce que je défends les éoliennes que je veux crépir le Chasseral. Comme j'ai aussi cette sensibilité de notre paysage, de la biodiversité. Et puis, comme Maxime dit, c'est 0,3%. Puis, si on voulait faire tout, ben, on en met 400 000, je ne sais plus combien tu as dit. Ce n'est pas du tout ça. L'éolienne, c'est une petite partie du mix énergétique suisse. Une éolienne de Mont-Soleil-Mont-Crozat, ça représente l'énergie pour 1000 ménages. Donc, ce n'est pas rien. C'est clair que si on le met dans le mix énergétique suisse, c'est moins d'1%. Mais pour une commune de Saint-Imier ou pour les communes du Jura bernois, c'est pas rien. Et c'est pas rien. Et quand on parle de ça, il faut remettre le tout. C'est pas parce qu'on est pro ou on est contre qu'on va nier tout ça. Donc moi, je suis pour vraiment garder chaque fois ce zoom arrière. Ça veut dire que là, on peut en mettre sur le Chasseral. Je serai contre aussi. Mon sujet, c'est problématique. Et puis, chaque cas mérite une monstre analyse. Comme le dit Cyprien, une analyse comme on sait le faire en Suisse, où on va faire des monitorings sur les grillons, les criquets et tous les petits animaux qui sont là. Dès qu'il y a une espèce rare qui est impactée, on n'y touche pas. Donc, c'est ça. C'est oui à l'éolien, mais attention. Pour conclure sur l'impact sur le paysage, Monsieur Fior, on entendait Monsieur Oxenbein tout à l'heure qui disait « Le Jura bernois a fait sa part ». Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Et est-ce que finalement, il ne faut pas parfois aussi sacrifier des choses au niveau local pour des objectifs qui sont peut-être plus globaux? Donc dans ce cas-là, peut-être sacrifier une partie du territoire pour assurer une transition énergétique au niveau national. Alors, le Jura bernois a certainement fait sa part, ça c'est un fait. Mais je crois qu'il faut quand même qu'on fasse bien attention ici à la quantité de machines qui commencent à être prévues. À l'heure actuelle, on a dans les 3 plans directeurs régionaux, donc Jura bernois, Jura et puis Neuchâtel, 150 machines. C'est encore relativement peu. Mais les scénarios de la Confédération ou les scénarios de l'Organisation des entreprises électriques suisses nous parlent du tout autre ordre de grandeur. Le scénario de probabilité de la Confédération, c'est 4437 éoliennes à l'échelle suisse, c'est 1100 éoliennes à l'échelle de l'arc jurassien. Donc je vous laisse faire le calcul que ça signifie uniquement pour le Jura bernois. Donc là, on ne parle plus juste de, disons, une construction comme l'antenne du Chasseral, mais on parle d'un changement d'affectation complet de l'arc jurassien, hein, d'un espace maintenant préservé sur le plan paysager et encore, dans une certaine mesure, sur le plan de la biodiversité, vers une situation où on aurait un parc éolien à côté de l'autre, de Bâle jusqu'à la vallée de Joux. Cyprien Louis, vous partagez ce constat qu'il faudrait des milliers et des milliers d'éoliennes les unes à côté des autres pour couvrir ces besoins énergétiques, ou vous avez une autre vision pour l'avenir?
Alors, c'est une vision un peu catastrophique parce qu'encore une fois, on va mettre là où ça fait du sens. Faut aussi noter le fait que là, on parle beaucoup des parcs éoliens, donc d'un ensemble d'éoliennes posées sur des crêtes ou comme ça. Il y a quelque chose qui va aussi prendre l'ascenseur ces prochaines années, c'est les éoliennes individuelles au niveau des communes aussi. On a l'Allemagne qui fait des gros efforts où, en principe, chaque commune devra mettre 1,4% de son territoire à disposition d'une éolienne. On a des projets, par exemple, dans le canton de Berne, à Hérisville, où il y a un projet d'une éolienne unique, et puis on voit que ça apporte énormément aussi. Donc voilà, il ne faut pas non plus voir tout ça sur nos montagnes, il faut aussi voir aussi à l'échelle de la Suisse. Et avec les progrès qu'on a aujourd'hui, on peut avoir les mêmes modèles aujourd'hui, des mêmes hauteurs pour une commune, ça fait sens, même si on n'est pas en haut d'une crête, même s'il y a un peu moins de vent, ça fonctionne aujourd'hui avec le progrès. Moi, j'aimerais quand même juste intervenir, parce qu'on est en train de parler des éoliennes, qui ont un très faible rendement, on l'a dit. Aujourd'hui, les Verts ne veulent plus de nucléaire, les Verts veulent sortir du nucléaire. Aujourd'hui, par contre, les gens ils consomment toujours plus d'électricité, ça c'est un fait, au niveau de l'industrie, au niveau des ménages. La consommation est en hausse constante et on est en train de faire du bricolage ou de la dinette avec quelques éoliennes. Aujourd'hui, il faudra quand même qu'on réfléchisse à un moment donné très très sérieusement sur qu'est-ce qu'on veut pour rester indépendant énergétiquement. L'immense problématique, on n'a encore pas abordé, de l'énergie éolienne, c'est qu'il est intermittent. S'il n'y a pas de vent, votre éolienne ne produira pas un seul kilowattheure d'électricité. Et ce qui est aussi souvent mensonger quelque part, c'est que les constructeurs des éoliennes, ils prennent le rendement total maximal. Alors que dans les faits, une éolienne, sur l'ensemble des heures où elle produit du courant, souvent le rendement il est plutôt autour de 30 à 40%. Donc là, on a aussi d'énormes problématiques. Et puis, quand on n'a pas assez de courant, par exemple, pendant l'hiver, où on doit importer massivement d'Allemagne et de France, en l'occurrence, eh bien, on prend quoi? On prend de l'énergie qui est au charbon ou nucléaire. Et là, on n'a toujours pas de solution au jour où on parle pour pouvoir finalement compenser ces baisses ou ce manque d'énergie qu'on a en Suisse. On reviendra en fin d'émission sur la question du nucléaire. Moussia de Watteville, ces points que soulève M. Oxenbein sur le rendement, si on prend l'exemple de la centrale de Montcrozin-Montsoleil, elle a produit 91 gigawattheures en 2024. C'est l'équivalent de l'électricité pour 18 000 ménages. Pour vous, c'est un bon bilan? Oui, c'est un bon bilan et il faut voir ça de nouveau au niveau du mix énergétique du Jura bernois. Le réseau de la Goule a un mix énergétique qui permet à notre région d'être quasiment autosuffisant point de vue électricité parce qu'on a la chance d'avoir le barrage de la Goule sur le Doubs, parce qu'on a pas mal de photovoltaïques qui sont installés, parce qu'on a ces éoliennes qui ont profité de 2 repowering où on a des machines plus puissantes. Et c'est clair qu'on est devant un grand défi. Il faut être plus efficient au niveau énergétique, il faut économiser partout où on peut. Il faut valider ce mix énergétique où on installe des éoliennes qui sont bonnes la nuit et l'hiver, du photovoltaïque en altitude qui est bon en été. Et puis là-dessus, comme je l'ai dit, on a la chance d'avoir le réseau plus du Doubs. Mais ce que je voudrais dire là-dedans, c'est que c'est pas si simple juste de dire on veut sortir du nucléaire, on veut pas sortir du nucléaire. C'est un défi constant. Et quand vous lisez des articles de presse, Science ou comme ça, chaque jour, vous avez une nouveauté. Chaque jour, vous avez on a réussi à recycler ça. Parce que Maxime, tu pourras encore critiquer de mettre les batteries là-dedans. Parce que il faut stocker, puis il faut des batteries. Ouh là là, au secours, de nouveau, on est dans des matériaux lithium exploités par des petits noirs en Afrique. Et puis voilà, on met encore ça contre les verts. Allez, allons-y. Mais c'est un challenge actuellement. Et il en va de la responsabilité de chacun. Comment vous vous êtes déplacé, comment vous êtes venu, qui c'est qui est venu en train, qui c'est qui est venu en bagnole, qui c'est qui a brûlé du CO2, qu'est-ce que tu as mangé à midi, tu as mangé de la viande. Enfin, le débat, il est gigantesque. On est devant un défi climatique, environnemental immense. Et moi, je pense que là, la petite part qu'une éolienne peut faire et qui fait 1000 ménages, c'est top. C'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre. Monsieur Fischer, le Jura bernois a du potentiel en termes de vent. Il y a aussi un potentiel d'amélioration technologique pour ces éoliennes, pour qu'elles produisent encore plus efficacement de l'électricité. Même avec ça, pourquoi pour vous, ce ne serait pas la bonne énergie sur laquelle il faut miser? Pourquoi, comme Madame de Watteville, vous ne pensez pas que c'est toujours ça?
parce que malgré ce qu'on peut en penser, ce qu'on appelle, si vous voulez, le taux de rendement d'une éolienne, il reste très très faible en Suisse. On est à moins de 20%. Si vous voulez, le taux de rendement, c'est ce que la machine produit par rapport à ce qu'elle pourrait produire théoriquement si elle marchait en continu. Si on compare avec le nucléaire qui est à plus de 90% ou aux autres énergies pilotables, évidemment, le photovoltaïque et l'éolien sont les deux très basses. Est-ce que ce rendement, il ne peut pas être amélioré encore avec il peut des pas. technologies? Il ne peut pas avec le vent qu'on a en Suisse. En mer du Nord, on peut atteindre du 45%, il n'y a pas de problème. Le vent sur le Jura bernois, il reste même, d'ailleurs la tendance est même plutôt avec le réchauffement climatique à une baisse de vent, mais bon, ça c'est encore un autre problème. Mais donc là, on a le problème on va dire, du volume qui reste faible, mais on a surtout, exactement ce qu'a dit Maxime, on a le problème de l'intermittence, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de moyenne maintenant, mais le problème de l'éolienne, c'est qu'elle va peut-être fonctionner pendant quelques jours quand on a de la bise ou bien du vent d'ouest, et puis ensuite, pendant 2 semaines, plus rien du tout. Et il nous faut une infrastructure qui nous permette justement d'assurer la stabilité du réseau, parce que le train dont vous parlez, par exemple, il doit partir, il doit quitter la gare au moment où, selon l'horaire, il doit le quitter. Donc, il y a vraiment un problème d'intermittence. Et puis, ce qu'on n'a pas abordé dans ce débat, qui est quand même important, parce que c'est lié, c'est la question des coûts. Alors, le rendement est un problème, mais ça génère quoi? Ça génère des coûts obligatoirement qui se mesurent en argent. Le parc éolien du Mont-Crozat a coûté l'année passée 9,3 millions à la population suisse, qui a dû payer via sa facture d'électricité une somme quand même considérable pour le faire tourner. Et non seulement ce sont des coûts énormes sous forme de subventions pour compenser justement cette intermittence, mais en plus ça va à une entreprise, BKV, qui a dégagé un demi-milliard de bénéfices nets la même année. Donc il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce monde de l'éolien. On en vient même à subventionner des entreprises qui n'ont aucun besoin d'être subventionnées pour leurs éoliennes. Sur cette question de l'intermittence, peut-être Cyprien Louis, on entend l'éolienne ne produit pas de manière constante finalement de l'énergie. Qu'est-ce que vous pouvez répondre en faveur de l'énergie éolienne? Non, mais on est au clair là-dessus. Je crois qu'on n'apprend rien aujourd'hui. On est au clair que la Suisse a besoin d'un mix énergétique qui marche, qui n'est pas composé seulement d'éolien, mais de photovoltaïque. On a nos barrages, on a encore un petit potentiel sur nos barrages. On a la géothermie aussi, où selon les scénarios de la Confédération, on a des objectifs assez élevés, mais on n'est pas du tout en train de les atteindre non plus. Donc c'est un peu ça le problème. En fait, on a une stratégie qui est claire et qui marcherait en théorie, mais on voit qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de mettre des bâtons dans les roues. Et puis on prend du retard, en fait, on prend du retard sur nos voisins aussi européens. On voit aussi que les démarches pour créer un parc éolien en Suisse, ça prend le double, voire le triple d'années que chez nos voisins européens. Et on prend malheureusement du retard et c'est pas ça qui va accélérer notre dépendance énergétique en Suisse, malheureusement. Justement, en comparaison avec l'étranger, en Suisse, vous le releviez, il y a à peine 50 éoliennes. Si on regarde au-delà des frontières, par exemple en Autriche, il y a 1451 éoliennes. Maxime Oxenbein, est-ce que la Suisse n'est finalement pas en retard par rapport à ses voisins européens? Je crois que ce qui est très important, puis ce qui a été dit, c'est qu'il faut aussi que la population elle adhère à ça. Ce qu'il faut aussi voir, c'est ce qui a été fait en Allemagne, c'est qu'en Allemagne, où vous avez des champs d'éoliennes, parce qu'on peut parler de champs d'éoliennes, si vous allez dans le Nord, j'y suis déjà allé, finalement, il y a peu ou pas d'impact ou de gens qui sont impactés. Aujourd'hui, la problématique en Suisse, c'est qu'on a énormément de densité, puis que le paysage ne se prête pas, enfin les classes ne se prêtent pas à implémenter des éoliennes. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit mon collègue par rapport au photovoltaïque puis aux panneaux solaires. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pire que d'acheter quelque part du pétrole à Poutine. Parce qu'on parle de panneaux photovoltaïques, mais qu'est-ce qu'on a fait? On avait un fleuron en Suisse qui était Meyer-Burger qui produisait des panneaux solaires, mais qu'est-ce qu'a fait la Confédération et qu'est-ce qu'on a fait avec la politique aussi qui a été voulue par les Verts? C'est finalement, on a dit aux gens, mettez des panneaux solaires, on vous subventionne. Puis on est en train de subventionner quelque part un régime communiste qui est sûrement en train de produire ces panneaux solaires dans des normes qui sont de loin pas les normes européennes ou les normes en tout cas qu'on devrait attendre, et puis on subventionne quelque part la Chine. Et puis on a détruit un fleuron suisse en le laissant quelque part tomber un peu dans Juste pour réagir, parce que ce n'est pas les Verts qui sont dans la majorité au Conseil national, au Conseil des États et au Conseil fédéral. Je crois que l'UDC est le plus grand parti en Suisse et on a vraiment le sentiment que c'est l'UDC justement qui met des bâtons dans les roues actuellement. Je suis d'accord avec vous que on peut soutenir des entreprises de la région ou comme ça, il faut le faire. Mais là, je pense que c'est plutôt de votre côté d'être cohérent. Mais... Madame de Watteville, je vous entendais souffler. Oui, Cyprien a répondu en partie. Mais quand on parle de l'acceptation de la population, par exemple, Courgemont, Courthéber, lorsqu'ils se sont prononcés sur les parcs éoliens, enfin l'éolienne de Courthéber et les 2 éoliennes de Courgemont, mais c'était des scores autour des 90% d'acceptation. Donc, OK, la commune dit oui, les habitants disent oui, mais il y a quand même toujours quelqu'un,
une association qui peut venir, qui peut faire opposition. Puis Tramelan, ça fait combien? Ça fait 15 ans que ça dure. Jean-Brenet, ça fait 10 ans que ça dure. Alors moi, je ne suis pas contre le fait... C'est bien hein, le processus démocratique, mais il devrait pouvoir vraiment être accéléré. Puis à un moment donné où on dirait, ben voilà, là c'est d'intérêt national, les grandes associations, vous avez contre quelque chose, 3 éoliennes en plus, ok, on y va. C'est pas Monsieur Schmilblick qui a son chalet, résidence secondaire à Jean-Brenet, qui peut encore freiner ça. Je trouve que là, ça manque dans la balance quand même un intérêt, puis on dit écoutez, là voilà, on a fait valoir la démocratie, on a voté, tac, on y va, on accélère les procédures juridiques. Et puis avec ça, on arriverait quand même à des résultats aussi clairement plus rapidement. Michel Pior, sur la longueur des procédures. J'aimerais corriger cette idée consistant à dire qu'en fait c'est la faute aux organisations ou bien aux riverains qui ralentissent les projets, qui les freinent ou qui les bloquent même, c'est ce qu'on entend souvent. Déjà, les règles, c'est pas nous qui les avons inventées, les règles du jeu, et je ne vous cacherai pas que ces procédures souvent longues, parallèles, sont extrêmement coûteuses aussi pour nous, donc on est tout autant victime en fait de ces procédures dont on ne conteste pas du tout le besoin de simplification. Mais finalement, c'est tout l'état de droit que vous remettez en cause là, parce que quand même, lorsqu'on prévoit des machines à proximité, même parfois quasiment dans le jardin des gens, on doit quand même accepter que ces gens veulent appliquer les droits qui sont prévus pour eux pour se protéger. Dans le cas de Tramelan, il faut quand même aussi voir que ce n'est pas du tout la faute ni des riverains ni des organisations que ce parc est à l'heure actuellement bloqué. C'est la faute de BKV qui aurait pu commencer la procédure qui actuellement a été bloquée il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ils auraient pu commencer cette procédure d'installation électrique. Pour des raisons que j'ignore, ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est vraiment pas... C'est un mythe de dire que c'est la faute aux riverains et aux organisations qui freinent les projets. Mais vous seriez favorable à une simplification, on va dire, du procédé, qu'entre la réflexion et la mise en application, il n'y ait pas 10 ou 15 ans? Oui, d'ailleurs, lorsqu'il y a un recours, c'est 30 jours pour faire recours. C'est le temps que nous avons à disposition, que les riverains ont à disposition. Et ensuite, le canton de Berne ou le tribunal administratif a besoin de 2 ans ou 2 ans et demi, je ne sais pas combien, pour statuer. Alors, peut-être qu'effectivement, il faudrait trouver une solution pour que les instances travaillent plus vite. Là. Alors, je ne serais pas du tout opposé. Cyprien Louis, vous seriez en faveur d'une simplification, peut-être accélération aussi de ces processus juridique pour les éoliennes pour faire avancer justement cette transition énergétique? Oui, tout à fait. Et puis je crois qu'il y a aussi des cantons qui ont aujourd'hui des procédures groupées en fait, où dans le cadre d'un concept cantonal, on accepte ou on refuse des parcs, et puis à la fin, c'est ce projet qui fait foi. Ça a bien marché sur Neuchâtel, justement, la commune de Val-de-Rue qui est aussi pionnière aujourd'hui. Donc oui, tout à fait, chaque fois aller de l'avant, c'est un non-sens total d'avoir des procédures qui durent 20 ans. On est champion d'Europe de cette longueur administrative, et ça, on doit absolument s'améliorer, parce qu'au final, c'est aussi des frais pour tout le monde, de l'énervement pour tout le monde, et puis ça va décourager aussi les entreprises à se lancer là-dedans, donc à accroître notre retard. Puis il ne faut pas oublier aussi des choses. Là si je vois maintenant ce qui est en train de se passer sur les éoliennes qu'on va implanter, c'est qu'à un moment donné, il y a des plans directeurs, puis il y a des règles. Les éoliennes qui vont être implantées quelque part, quand on va les mettre, elles auront 10 ans de retard. S'il y a une technologie nouvelle qui est arrivée sur le marché, on ne peut même pas implémenter la technologie nouvelle. Donc ça, c'est aussi hautement problématique dans ces procédures qui sont très très longues. Et puis ça, je regrette énormément. Dans le canton de Berne, on a eu plusieurs exemples, notamment au barrage du Grimsel, où on aurait pu quelque part le rehausser pour produire plus d'électricité. Mais là, les organisations écologistes viennent systématiquement faire des recours avec diverses associations. Donc voilà, c'est toujours des pesées d'intérêt qui sont aussi longues, et puis où il faut vraiment prendre du temps pour aussi quelque part respecter ces processus démocratiques. Donc c'est embêtant d'un côté, mais d'un autre côté, on est dans un état de droit, et puis on n'est pas dans un régime totalitaire. Donc on doit aussi respecter, et puis en tout cas avoir en tête que ça prend malheureusement du temps. Processus démocratique. Madame de Watteville, vous vouliez réagir? Mais par rapport, juste au Grimsel et puis par rapport aux organisations écologiques qui sont contre, c'est surtout un groupe citoyen. Et puis, par exemple, le WWF, ProNatura, ils sont mis autour de la table, les pêcheurs. Donc, il faut aussi voir qui fait opposition quand. Et puis, ce n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Et puis, par rapport à la lenteur des procédures, là, il y a peut-être un garde-fou, c'est que par exemple, pour le parc de Romont, effectivement, les machines ont été publiées, 150 mètres de haut à la nacelle, puis maintenant, ça serait plutôt
des éoliennes qui font en tout 200 mètres ou plus, et puis ça a été publié à une certaine hauteur. Mais c'est vrai que par rapport aux impacts environnementaux qui ont été étudiés, c'est quand même relatif à une machine. Donc même si on prend 10 ans de retard, moi je trouve normal qu'on ne puisse pas tout à coup changer de machine, parce que l'impact sur la nature, il serait différent. Donc là, encore une fois, on aurait tout à y gagner d'être plus rapide dans les procédures et puis d'installer la technologie qui est valide. C'est comme si on achetait aujourd'hui un iPhone 8 parce que vous l'aviez, voilà, vous étiez mis sur la liste d'attente et aujourd'hui on retourne avec du 15 ou du 16. Donc c'est vrai que c'est bête, mais d'un autre côté, les machines deviennent toujours plus hautes et toujours plus grandes. Et puis ça a aussi quand même un autre impact sur la faune. Donc là-dedans, je ne donnerais pas comme ça chez Corblanc pour mettre une turbine plus grande. Moi non plus, mais c'est juste pour expliquer les décalages qu'on a. Ouais, c'est affolant, c'est affolant. Le retard et l'incohérence qu'on a entre la réalité du marché, ça veut dire que les énergéticiens, ils achètent des machines et les stockent parce qu'ils savent qu'après, elles seront même plus... La demande de permis de construire et la réalisation du projet, il y a 10 ans qui passent et ces machines sont déjà trop Ou on recommence depuis le début. La plupart des procédures maintenant travaillent sur des gabarits, c'est-à-dire sur, non pas un modèle d'éolienne précis, mais sur des dimensions qui sont données dans la procédure, un niveau acoustique de bruit qui est donné. On ne fixe plus le modèle. Qui permettent de se mettre à jour justement avec les évolutions. Si on aborde aussi le thème des objectifs de la Confédération, ça a été souligné auparavant, la production de l'éolien en Suisse correspond seulement aujourd'hui à 0,3% de la consommation d'électricité, malgré une production record en 2024. Selon la stratégie énergétique 2050 de la Confédération, on aimerait arriver à 7% produits par l'éolien d'ici 2050. Cyprien Louis, cet objectif-là des 7% de la consommation, est-ce que c'est vraiment réaliste en 25 ans? Moi, je pense qu'à l'époque, c'était réaliste, mais c'est vrai que plus on prend du retard, moins ça devient réaliste. Mais je crois que c'est quand même important d'avoir des objectifs ambitieux, disons. Et puis, on va essayer au moins de s'y rapprocher au mieux. Mais c'est vrai que voilà, on a ce contexte, ces démarches. Mais je pense qu'il y a peut-être des changements qui vont arriver, justement, avec les procédures groupées qui vont permettre de gagner du temps. Après, voilà, si on est à quelques pourcents au-dessous... ça sera la vie, quoi, disons. Mais je crois que c'est important quand même de garder ces objectifs en tête, de ne pas oublier le reste aussi, le photovoltaïque, la géothermie, les rehaussements de barrages, et puis d'avoir vraiment un esprit constructif pour aller dans cette direction, disons, et puis un peu rattraper le retard qu'on a pris ces années par rapport à nos voisins. Moi, je voudrais quand même rebondir sur ça, parce que je crois que ce qu'on réalise avec le temps, c'est que la stratégie énergétique 2050, tout simplement, est un échec. C'est-à-dire que tous les différents aspects de cette stratégie échouent. La géothermie, par exemple, vous l'avez évoqué, je crois que la production électrique de géothermie, elle doit être proche de zéro à l'heure actuelle. Les éoliennes, ça ne marche pas du tout. Il y a à peu près 800 éoliennes qui sont nécessaires pour les objectifs de la stratégie, les 4,3 TWh. Quelques années plus tard, il n'y en a pas. Le photovoltaïque en pleine nature, les projets disparaissent, échouent, sont abandonnés les uns après les autres. Le photovoltaïque en toiture n'atteint pas non plus ses objectifs. Donc je crois qu'il faut qu'on réfléchisse carrément à zéro sur toutes ces stratégies énergétiques qui nous mènent droit dans le mur. Sans parler des coûts, que j'ai abordé tout à l'heure, qui sont énormes. Cette stratégie énergétique, elle a été idéalisée quelque part, c'est des objectifs qui ont été posés, mais c'est irréaliste. Le Conseil fédéral l'a dit au cours il y a quelques semaines qu'ils n'arriveront pas à atteindre les objectifs et qu'il manquera de l'électricité. C'est clair, net et c'est acté aujourd'hui. Madame de Watteville, vous partagez ce constat d'échec déjà 25 ans avant la date d'échéance? C'est-à-dire qu'on ne s'est pas donné les moyens de cette stratégie au moment où on l'a décidé. On les a évoqués, les freins ici autour, notamment avec l'éolien, avec l'échec des productions de photovoltaïque en Europe, le savoir qui est parti en Chine, les Chinois qui n'ont le marché, puis ça peut-être être aussi pas tellement encourageant, motivant d'acheter des panneaux chinois. Mais je pense qu'on s'est vraiment mis nous-mêmes à tirer une balle dans le pied par rapport à cette stratégie qui est mal au point. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant, mais je pense que j'aurais envie de vous dire qu'est-ce que vous proposez. Parce que proposer du nucléaire, c'est sous-jacent, vous savez un peu, mais ça, avant 2050, on ne l'a pas. Hein. Donc, il faut absolument éviter ce discours de dire la stratégie énergétique a foiré. Parce que le nucléaire, là, ce n'est pas la solution. On n'est pas prêt. Il faut quand même admettre que pourquoi ces projets Solar Express sont arrivés, donc du photovoltaïque dans les Alpes, parce que c'est actuellement ce qu'on pourrait construire le plus vite.
On s'est confronté de nouveau quand même à des oppositions aussi, paysages de réseau. Enfin, vous allez mettre des panneaux photovoltaïques dans les Alpes où il n'y a pas de réseau électrique, c'est pas très malin non plus. Et puis, du coup, on n'avance pas, mais on se freine nous-mêmes. On devrait arriver à un consensus, comme ils l'ont fait quand même avec les 6 projets de barrages qui sont d'intérêt nationaux. On se met autour de la table, tous, hein, tous les avis, les opposants. OK, qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on ne veut pas? Où est-ce qu'on peut mettre de l'éolien? Puis il faut qu'on arrive à un consensus bien helvétique. On va dire, OK, ce barrage-là, on le rehausse. Ah ouais, ben, on va impacter un écosystème. Ben, qu'est-ce qu'on veut? Je veux de l'électricité ou bien je veux acheter finalement du charbon allemand. C'est aussi ça, il faut être conséquent avec notre mode de vie. Et puis, on ne peut pas faire les enfants gâtés pendant tout le temps et dire « Ah non, ça je veux pas, ah non, ça, non, oh non, moi, ça je veux pas non plus ». Quelque part, on manque de cohérence. On manque de cohérence, mais on a un autre problème, c'est que toute l'infrastructure ne suit pas. On a vu encore une aberration il n'y a pas si longtemps à Neuchâtel, une entreprise qui a installé des panneaux photovoltaïques sur tout son toit. Puis au moment où elle a raccordé sur le réseau ne pouvait pas absorber la quantité d'énergie qui était produite. Donc on marche aussi complètement sur la tête. On a quelque part la politique qui dicte quelque part un chemin à prendre, mais en fait c'est des idées de politiciens, je m'excuse, mais où après on n'est pas conséquent, où toute l'infrastructure elle ne suit pas parce qu'on est aussi quelque part pour certains projets déconnecté de la réalité du terrain, où il faut des ingénieurs, où il faut des docteurs en énergie qui fassent ces études, puis aussi que les grands groupes comme BKV adaptent tout son réseau. Puis adapter un réseau, c'est entre 35 et 50 ans minimum qu'il faut compter selon les dernières estimations. Donc on raterait l'échéance 2050, mais Michel Fior, sur cette question soulevée par Madame de Watteville, qu'est-ce que vous proposez sans l'éolien? Pour vous, ça passerait par quoi? Alors, je suis presque étonné que Mme de Watteville n'évoque pas l'initiative solaire que les Verts vont déposer dans quelques semaines, qui justement dit et part du principe qu'on peut très bien couvrir nos besoins d'électricité par le photovoltaïque. Et puis effectivement, c'est finalement l'EPFL qui le dit elle-même dans des études. Le photovoltaïque nous permet de produire plus que ce dont nous avons besoin. Donc là, je crois que vraiment, à part évidemment les économies ou l'efficacité énergétique qui reste la priorité numéro 1, la priorité numéro 2, ça reste ce développement massif du photovoltaïque. Mais j'insiste sur le photovoltaïque en toiture, c'est-à-dire sur des infrastructures existantes qui nous permettent de produire plus que ce dont on a besoin. Il y a un défi là derrière quand même, parce qu'on a dit au début de l'émission, c'est que l'éolien, comme le photovoltaïque, font partie de ces énergies intermittentes, donc on ne peut pas contrôler. Dans la production dépend en fait de la météo. Donc en fait, le photovoltaïque, elle dépend de la météo, donc produit surtout en été et puis moins en hiver. Mais quand même, avec l'effet de masse que le photovoltaïque peut produire, on arriverait, en mettant l'accent sur les infrastructures, là où le rayonnement est fort, notamment dans le massif alpin ou dans l'arc jurassien, à couvrir les besoins de l'été. Donc miser sur le photovoltaïque, c'est Pierre-Louis. Pourquoi pour vous il faudrait tout de même, pourquoi l'éolien est aussi indispensable dans ce mix énergétique renouvelable selon vous? Bon, je remercie M. Fior de nommer notre initiative. C'est vrai que voilà, c'est une initiative qui est ambitieuse, qui se veut ambitieuse aussi, mais qui risque de finir fortement avec plutôt un compromis, disons. Donc on risque de ne pas pouvoir couvrir tout avec le photovoltaïque. Effectivement, je crois que l'éolienne et le photovoltaïque sont vraiment complémentaires, surtout pour la question de comment on va passer nos hivers en fait. Donc je crois que le photovoltaïque tout seul, ça ne marche pas, l'éolien tout seul, ça ne va pas marcher non plus. Donc effectivement, je crois que ça sera un mélange un peu de tout ça qui va faire le mix énergétique du futur de la Suisse. Je peux réagir à cette question du mix. Je crois qu'on a parlé de la faillite et de la stratégie énergétique. Je crois qu'il y a aussi une grande faillite, c'est cette notion de mix en fait. Et cette croyance qu'en fait, l'éolien et le photovoltaïque se complètent parce que l'éolien produit surtout en hiver et puis le photovoltaïque surtout en été. En fait, c'est pas juste. L'éolien produit en moyenne, sur les 10 dernières années, seulement 60% durant la moitié d'année. Attention, la moitié d'année qu'on appelle l'hiver, du 1er octobre au 31 mars. 40% pendant la moitié de l'année qui est celle de l'été. Donc le 40-60 des éoliennes entre l'été et l'hiver, il n'est pas si significatif. Surtout si on applique ça aux à peu près 5% d'électricité éolienne qui serait éventuellement produite en 2050. La différence entre l'été et l'hiver, elle est très faible. Et puis même en hiver, l'éolien, des fois, pendant 2 semaines, ne produit rien. Donc il n'y a pas de complémentarité. Est-ce que c'est parce que l'hiver est aussi connu comme la période où il y a le plus de consommation d'énergie, ou c'est là que c'est le plus tendu, on va dire? Est-ce que ce ne serait pas quand même un matelas supplémentaire quand on sait que l'éolien produit majoritairement quand même en hiver?
peut-être juste, l'Australie a réussi à avoir 50% d'énergie renouvelable. 50% des énergies étaient renouvelables en Australie. Et ils ont connu, à cause des intermittences, un blackout énorme pendant 4 jours. Pendant 4 jours, il y a 2 ans en arrière. Résultat des courses, qu'est-ce qu'ils ont fait pour compenser ces intermittences? Ils ont, derrière chaque nouvelle construction d'éoliennes ou de choses alternatives, ils mettent des centrales à gaz. Donc en fait, on marche complètement sur la tête. On est en train de faire des choses, entre guillemets, propres pour bien vendre, mais derrière, on met une énergie fossile ou une énergie rare. Donc voilà, pour moi, c'est complètement aberrant, tous ces exemples qu'il y a. Et puis je pense que d'avoir comme illusion qu'on pourrait en Suisse avoir des énergies vertes et puis que juste avec des panneaux solaires ou des éoliennes, on pourra compenser le manque, c'est impossible. C'est impossible. C'est pas juste. C'est pas juste avec ça et ça. C'est avec toute d'économies, de barrages qui font du stockage, avec des bons ingénieurs, avec la recherche qui change du jour au lendemain, avec du photovoltaïque sur tous les toits pour ceux qui peuvent en faire en autoconsommation de manière optimale. Et puis, moi, j'aime pas quand on pointe un mauvais exemple ou quoi, parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière. Ok, en Espagne, il y a aussi eu un blackout. Et alors, on n'a pas les tenants, les aboutissants. Alors, moi, je fais confiance aux professeurs qu'on a sous la main, qu'on connaît, aux chiffres suisses, aux développeurs suisses. Et puis, je pense qu'on a les cartes pour bien y arriver. Il faut faire le bon jeu de cartes. Où on pourra tous être d'accord un jour, c'est le jour où on arrive à stocker l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, la problématique majeure qu'on a, c'est que l'énergie, on ne peut pas la stocker en fait. Elle doit directement être produite et puis injectée dans le réseau. On la stocke dans les barrages, dans nos Alpes. Le jour où on peut stocker de l'énergie, la stocker de manière physique et puis l'introduire quand on a besoin, je pense qu'on n'a plus besoin de faire des débats comme on est en train de faire aujourd'hui. Et puis ça, je pense qu'un jour, on va y arriver, mais il faudra encore quelques années de recherche. Et je pense qu'il faut aussi qu'on regarde les expériences qui ont lieu chez nos voisins, notamment en Allemagne, qui a commencé bien avant nous sa transition énergétique, qui a 30 000 éoliennes qui tournent maintenant, puis des panneaux photovoltaïques en quantité phénoménale, et qui se trouve dans une impasse totale. Encore la semaine passée, des experts ont dit qu'il fallait construire 71 centrales à gaz pour compenser justement cette intermittence des nouvelles énergies renouvelables. À 800 millions la centrale à gaz, je vous laisse faire le calcul de ce que ça coûte, et je ne parle même pas du CO2 que ça va dégager, mais uniquement déjà le calcul économique. L'Allemagne est dans une impasse. La ministre de l'économie, là aussi, la semaine passée, a dit qu'il fallait réduire les subventions aux énergies renouvelables, parce qu'aussi sur le plan économique, on est dans une impasse. Pour revenir dans la région, dans le Jura bernois, il y a, comme je disais en introduction, des projets qui sont dans les tuyaux. On parle à peu près d'une vingtaine d'éoliennes sur le Jura bernois, en différents projets. Par exemple, Cyprien Louis, pour vous, il faudrait aller jusqu'au bout, au moins encore ces 20 éoliennes entre le Mont-Sujet, la montagne Romont, la montagne de Tramelan, les construire. Oui, je crois que les sites propices à l'éolien dans le Grand Chasseral ont été passablement bien délimités aujourd'hui, et je ne pense pas qu'on va avoir 15 nouveaux parcs, projets de nouveaux parcs dans le futur. Donc je crois que là, on est au clair sur les zones. Je pense qu'il y aura encore des discussions un peu plus dans le Seeland et puis dans les zones plus plates, où je pense qu'on va aussi voir des apparitions d'éoliennes dans les zones industrielles, par exemple. Mais oui, je crois que le Grand Chasseral, on a encore un potentiel à terminer, et puis on aura parfaitement joué notre rôle de région pionnière. Michel Fior, qui représentait Paysage Libre Béjul, ces projets-là, il faut faire opposition, selon vous? Alors, il y en a un en particulier, c'est le Mont-Sujet, qui est probablement le pire projet de Suisse, puisque même la Commission fédérale du paysage a rendu un rapport dans lequel elle dit clairement que les conséquences paysagères de ce projet du Mont-Sujet sont catastrophiques. On est donc, imaginez, on est au-dessus du lac de Bienne, on est au cœur même du massif du Chasseral et du parc régional du Chasseral. Donc ça, typiquement, c'est un genre de projet dont je ne comprends pas pourquoi il figure dans le plan directeur. Enfin si, je sais pourquoi. C'est sur la pression d'une commune de Plateau de Dièze, plus de quelques autres communes et d'un promoteur éolien groupe, et pour ne pas le nommer. Mais il n'a rien à faire dans le plan directeur des parcs éoliens du Jura bernois. D'ailleurs, même le canton voulait le supprimer. C'est sur intervention de la commune de Plateau de Dièze qu'il y figure. Donc ça montre bien à quel point ce plan directeur est mal foutu. Désolé de parler comme ça, mais il est mal foutu. Et puis je crois qu'il faut vraiment tirer un coup de crayon sur ce projet. Vous partagiez aussi cet avis, vous vous opposiez à la construction d'éoliennes sur mon sujet, peut-être encore votre avis? Joker. Non, en tout cas, le premier projet était sur tout le Mont-Sujet. Ils l'ont, on peut dire, point positif, ils l'ont redimensionné, mais il reste problématique par rapport à l'inventaire fédéral du paysage, à l'endroit où il est, une région qui est peut-être peu desservie, qu'on pourrait laisser tranquille
à la nature, mais voilà, il y a des études d'impact qui vont être faites et puis on peut peut-être attendre encore les résultats de ces études, mais ça reste, je pense, pour la région du Grand Chasseral, le projet le plus problématique. On arrive gentiment au bout de cette émission. Je vous propose une dernière question pour conclure. Chacun et chacune de vous pourra s'exprimer brièvement. Si on regarde vers l'avenir, disons 2050, pour vous, quelle est votre vision de la politique énergétique suisse et surtout le rôle que devrait jouer l'éolien à l'avenir? Peut-être commencer par vous, Cyprien. Oula, les gros scénarios. Non, mais c'est ce que j'ai dit au début. Je crois que c'est le mix énergétique barrage, éolienne, solaire. Et je pense qu'on aura de toute façon toujours des sécurités supplémentaires, telles que peut-être des centrales à gaz, effectivement, pour éviter les gros problèmes, parce qu'il faut quand même qu'on n'arrive pas à avoir des gros problèmes. Mais voilà, je crois qu'on peut y arriver, mais avoir des sécurités pour éviter des scénarios catastrophes. Géothermie, je me réjouis de voir aussi comment ça va évoluer dans le futur. Il y a des projets intéressants plutôt du côté du Léman. Donc voilà. Et encore des éoliennes dans le Jura bernois. Voilà, c'est ça. Madame de Watteville. Moi, je rejoindrai le scénario que Cyprien a dit. Puis il y a peut-être une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est peut-être aussi quand même les réseaux intelligents. On peut imaginer que d'ici là, on aura des appareils qui s'enclenchent quand il y a du photovoltaïque. Enfin, on n'aura plus cette dynamique des prix, les prix chers la journée puis pas chers la nuit. Ce sera peut-être justement l'inverse parce qu'on aura du PV sur nos toits et c'est à ce moment-là. Donc, quand c'est qu'on va consommer et quand c'est qu'on va produire, avec une grande part d'efficacité énergétique, j'ose y rêver. Brièvement, M. Oxenberg, votre vision? Pour moi, il y a plus de dinettes quelque part, plus d'éoliennes en tout cas dans la région. Et puis, en tout cas, moi, ma vision, c'est plutôt de dire, ben voilà, on est en train de démanteler Mühleberg, réfléchissons à une nouvelle centrale nucléaire de nouvelle génération pour être clairement indépendant d'un point de vue énergétique et pas qu'on ait, comme on a pu voir pendant le Covid, tout à coup des risques qui planaient fortement sur notre pays par rapport à la garantie d'avoir un approvisionnement énergétique. Le nucléaire pour s'affranchir. Et dernier... Un mix volontiers, mais un mix où il n'y a pas d'éolien, un mix qui est composé d'hydraulique, parce que c'est l'hydraulique qui nous permet de faire un grand stockage d'électricité, et de photovoltaïque qui nous permet de faire une grande production. Et photovoltaïque a aussi cet avantage, c'est qu'il permet l'autoconsommation, hein, quand vous avez vos panneaux sur le toit. Il fait vivre notre économie locale, les installateurs, les électriciens, etc. Et là, je crois qu'en 2050, effectivement, avec ce mix de deux, production, stockage par l'hydraulique, on arrive à atteindre l'objectif. C'est l'heure de conclure cette émission. Merci beaucoup, en tout cas, d'y avoir participé et d'avoir discuté de cette thématique de manière constructive aujourd'hui. Et merci également à vous de nous avoir suivis. J'espère que cette discussion a également été instructive pour vous. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Télé Bilingue. À bientôt.